nous aurons à la table ronde Madame Laurence Roued, s'il vous plaît, conseillère régionale déléguée à l'urbanisme, l'aménagement et présidente de l'EPF régional. Jean-René Etchegaray, qui vient d'être cité, Nathalie Motsch, notre présidente, et Stéphane Vincent, délégué général de la 27e région, qui est un interlocuteur que vous allez apprendre à connaître dans les présentations qu'il fait de ses expériences nationales. Voilà, on démarre par une présentation de Madame Roued. D'accord, ok. Bon. Madame Roued, donc je vous passe la parole tout de suite. Eh bien, bonjour à tous, ma foi, Madame la Présidente. Effectivement, c'était important aussi que la région puisse être autour de la table, et je vous remercie de cette invitation qui avait été faite à Alain Rousset d'être là aujourd'hui pour marquer les 20 ans de l'agence, parce que pour nous aussi, l'agence est un partenaire précieux. Voilà, avec qui la région avait l'habitude de travailler et a eu d'autant plus l'habitude et le besoin de s'appuyer techniquement. Les propos qui étaient portés tout à l'heure par le président du département sur la nécessité de se doter d'une capacité d'expertise, eh bien, on s'en est complètement doté avec notre relation et le travail que l'on mène avec l'ODAP à plusieurs titres au niveau de la région, et évidemment, essentiellement sur les questions non pas seulement d'urbanisme, mais sur les questions d'aménagement de territoire de façon générale, et en particulier sur le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire que Jean-René Etchegaray connaît bien, et qui est un exercice nouveau qui a été demandé à l'ensemble des régions de France et sur lequel nous sommes en phase d'élaboration au niveau de la région, et qui est un exercice à la fois passionnant et absolument structurant, où on demande à une région nouvelle, à l'échelle de 12 départements, donc effectivement mention a été faite tout à l'heure de la taille importante de cette région, et bien de prévoir et de faire de la prospective en matière d'aménagement du territoire, et d'engager et d'emporter toutes les autres strates de collectivités territoriales dans une vision partagée de l'aménagement du territoire à l'horizon 2030 et jusqu'en 2050. Donc c'était un exercice assez particulier où il était finalement très important de jouer collectif, et on a pu dans ce domaine-là s'appuyer sur l'agence et sur les deux agences d'urbanisme dont sont dotées la région, mais en particulier sur l'ODAP. Alors, je sais pas comment vous voulez... Oui, non, mais je passerai à ce point-là la parole à M. Etchegaray, comme ça il va nous réagir, parce que je sais que justement vous avez cité... je vous en prie. Oui, vous savez, bon, qu'on soit représentant de la région, représentant du département ou représentant d'une agglomération, parfois même de communes, on a conscience qu'aucune de nos actions publiques ne peut être indifférente à l'action des autres collectivités. Alors, Madame Roued est en train de prendre un exemple du SRADET, le schéma régional de développement durable, et qui est évidemment un document fédérateur des politiques publiques à l'échelle de cette grande Aquitaine. Et qu'il y a peu de politiques publiques qui n'émargent pas au SRADET. Évidemment, l'économie est traitée par un autre schéma, mais enfin, le SRADET, c'est beaucoup plus que de l'urbanisme ou de l'aménagement stricto sensu, et que si nous voulons, dans un territoire aussi grand que celui de la nouvelle région Aquitaine, trouver de la cohérence, et nous sommes obligés de la rechercher, et si possible de la mettre en œuvre, mais ça veut dire qu'il faut qu'on travaille ensemble, et c'est ce qu'on fait. Et si la région se trouve comme le département et également les agglomérations dans cette agence d'urbanisme, c'est parce qu'on a besoin des données que l'agence d'urbanisme nous procure et nous produit, pour ensuite, bien sûr, s'en servir dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, le SRADET, c'est un schéma quand même pas assez particulier, maintenant que j'y pense, parce qu'effectivement, c'est un des premiers cas de grande transversalité, avec beaucoup de règles à y mettre dedans, que l'État transmet directement, style « débrouillez-vous ». Comment vous êtes débrouillé là-dedans ? Ben, on a commencé... La consommation du sol, notamment, est quelque chose qui a fâché beaucoup de monde, qui a été perçu par les maires comme un élément de dire qu'est-ce que je vais affirmer, moi, à mon électorat, qu'est-ce que je vais démontrer de pouvoir faire. Il fallait expliquer qu'on peut faire des logements 50 à l'hectare et non plus 2 à l'hectare. C'était quand même compliqué, j'imagine. C'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas de SRADET encore définitivement approuvé. On a simplement
approuvé le projet de SRADET qui est maintenant soumis à l'avis des personnes publiques associées et qui est soumis à l'avis aussi de l'autorité environnementale et qui rentrera à la rentrée en phase d'enquête publique. Mais effectivement, à travers ce schéma d'aménagement du territoire, on avait décidé de pas... Alors c'est la loi NOTRe qui a prévu cette nouveauté pour les régions, nouveauté dans son caractère prescriptif. Parce qu'en effet, pour une fois, ça donne à un schéma de niveau régional un caractère prescriptif faible, parce qu'on est sur la prise en compte et sur la compatibilité, mais enfin quand même une possibilité d'engager formellement les SCOT, les PLUI, les PLU, les chartes des parcs naturels régionaux à suivre les mêmes objectifs que ceux vers lesquels enfin la vision que l'on porte en matière d'aménagement du territoire. Donc effectivement c'est important. Donc notre première volonté, ça a été, et Alain Rousset en parlait souvent, d'être dans la concertation et même dans la co-construction, dans la coécriture le plus possible dans la mesure du possible. Donc on a eu cette lecture de la loi NOTRe sur les obligations qui nous sont faites en matière de SRADET, sur les thématiques dont on doit parler. On a décidé à la région Nouvelle-Aquitaine d'être plus large que ce que la loi NOTRe nous demandait, justement pour être cohérent, justement pour faire entrer par exemple le numérique. On a un volet numérique où on a décidé de faire un volet assez important sur l'habitat et d'aller plus loin que ce que nous demandait la loi NOTRe, justement pour être cohérent et entrer dans une vision la plus collective, la plus partagée possible et où chaque territoire puisse se retrouver. Mais effectivement, dès le début, notre volonté, ça a été de faire de la concertation, ce qui fait qu'on a fait plus de... je crois qu'on a 105 réunions de concertation qui ont été organisées à l'échelle des 12 départements, un petit peu partout, et on a commencé il y a 2 ans. Voilà. Et on avait commencé par le sujet, effectivement, dont on savait qu'il allait être compliqué à faire partager, encore que les mentalités évoluent, c'est celui du foncier. Et effectivement, on avait d'ailleurs eu un accompagnement de l'ODAP pour cette réflexion sur la stratégie foncière. Donc voilà, on est allé, avant d'écrire quoi que ce soit, on est d'abord allé à la rencontre des territoires, des différents partenaires, pour essayer de co-construire. Ensuite, on a nourri et on a fait un travail en particulier avec la Fédération régionale des SCOT, que l'on a nourri de façon très régulière de l'avancée de la rédaction de notre projet de SRADET. Et puis, on a rapidement communiqué sur les quelques grands principes qui nous apparaissaient importants. Et effectivement, celui de la lutte contre l'étalement urbain est un des éléments clés, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments clés de ce SRADET. C'est un des marqueurs de l'identité régionale, de ce SRADET régional, qui n'est pas forcément le cas dans de la même façon dans tous les SRADET de France. Mais enfin, le législateur nous demande dans le SRADET de travailler à la gestion économe du foncier. Alors c'est vrai que nous, on a décidé de travailler à partir d'un chiffre, c'est-à-dire de diminuer par 2 le rythme de la consommation foncière. Mais ça ne vient pas comme ça de notre volonté seule, ça vient d'un constat, d'un diagnostic, qui est que la région Nouvelle-Aquitaine est devenue la première région consommatrice d'espace. Voilà, celle qui est sur le rythme de consommation d'espace le plus important. Donc partant de là, il nous est apparu essentiel de faire savoir cet élément-là, de faire savoir que quand on parle de transition environnementale, de transition écologique, de préservation des ressources, de préservation de la qualité de vie, il nous est apparu essentiel de travailler cette question un peu taboue, de la lutte contre l'étalement urbain, et en essayant aussi de faire partager l'idée que l'étalement urbain, il a un coût. Il a un coût pour les collectivités, et que travailler les projets différemment, c'est-à-dire d'abord se demander si on peut être plus économe en foncier, si on peut revoir les projets d'aménagement, quels qu'ils soient, habitat, tourisme, développement économique, peu importe, photovoltaïque, énergie renouvelable, que quel que soit le projet commerce, que quel que soit le projet que l'on porte, on fait entrer la question de la sobriété foncière comme une donnée clé et première du projet d'aménagement, ça va obliger à changer la vision, à changer de paradigme, à changer de méthode et à se re-questionner. Voilà ce qu'on propose en fait aux collectivités et aux partenaires, de faire entrer cette donnée en premier. Nombre de collectivités le font déjà, et c'est déjà le cas ici en plus. Il y a déjà de toute façon des territoires sur lesquels la capacité d'étalement urbain et la capacité foncière sont d'ores et déjà très limitées. Mais effectivement, c'est partager ce constat, c'est essayer de trouver ensemble et de co-construire et de co-écrire ce que l'on a fait avec les SCOT, avec la Fédération des SCOT, les termes que l'on a précisément portés dans ce schéma d'aménagement, et puis maintenant les faire connaître, et puis recommencer tout le temps ce travail de pédagogie. Et il faudra qu'on recommence en 2020
2020 avec les nouveaux élus. Alors, avant de faire réagir M. Tchegaray, j'aimerais bien entendre la présidente de l'ODAP pour dire, voilà, justement, le rôle de l'agence. On a bien entendu l'exigence de la région par rapport au SRADET, la tâche qui lui a été confiée, comme les autres régions françaises, dans la compilation de ce document qui est fort important. Les exigences d'une communauté d'agglomération comme celle qui est présidée par M. Tchegaray, qui quand même est déjà en elle-même une agglomération de 10 acteurs territoriaux qui se retrouvent à un seul acteur. Donc on parle toujours de chercher à trouver la bonne voie pour pouvoir s'exprimer ensemble. L'ODAP ou l'agence d'urbanisme en général, en tout cela, ODAP qui est une agence originale, je dirais, dans sa façon d'être territorialement parlant. La deuxième, enfin, il y en a deux dans toute la région aquitaine, qui est quand même la deuxième région de France qui fait 40% du territoire français, quand même. Ça veut dire qu'elle a un rôle à jouer. Comment vous voyez, en tant que président de l'ODAP, le rôle, par exemple, dans le cas du SRADET, mais aussi dans le reste? Alors, je ne vais pas vous répondre que c'est facile, parce qu'il y a parfois des exercices d'équilibristes à avoir, parce que naturellement, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous, on n'a pas de légitimité politique. On est là pour créer du collectif et on a autour de nous l'ensemble des membres de droit que j'ai cités tout à l'heure et des membres adhérents. Donc on n'a certainement pas à rentrer dans des orientations politiques. Mais en même temps, on se doit d'être totalement loyaux et transparents vis-à-vis de nos membres. Et parfois, il peut y avoir une dichotomie entre ce qui peut être porté globalement à la région sur une position prise, assumée sur le foncier, et d'autres territoires qui en ont une vision un petit peu différente. Donc tout le travail de l'ODAP, c'est encore une fois d'être assemblié, d'être médiateur, d'être une plateforme de dialogue territorial et de faire en sorte que les gens autour de la table puissent se parler. Et la grande satisfaction, c'est qu'ils arrivent à le faire. Et au final, ça se passe plutôt bien. Et c'est là où l'ODAP a un rôle, je dirais, unique, de plateforme unique, c'est que c'est le seul lieu où toutes les collectivités peuvent se retrouver autour de la table. Et nous, on n'a pas d'immixtion on n'a pas à rentrer dans le fond, on a à les mettre ensemble autour d'une table. Après, quand on doit porter les politiques publiques, c'est de la co-construction, c'est-à-dire qu'on le fait naturellement avec les directives et les orientations que nous donnent nos collectivités. Stéphane Vincent, j'aimerais bien entendre après ces éléments de langage, si on peut décortiquer. Non, je trouve ça très intéressant, très riche. En tant qu'aménageur, je suis très intéressé par tout ça. Qu'est-ce que ça te dit? Peut-être qu'il faut qu'on rappelle quel rôle on joue par rapport à ces questions. Nous, on a été créé, alors on n'a pas 20 ans, on a 10 ans. Et on a été créé sur un malentendu, né d'une discussion avec Alain Rousset, à l'époque président de l'Association des régions de France. Et on disait au président, vous savez, président, on trouve qu'il manque un laboratoire, un endroit un laboratoire un peu poil à gratter, où on réfléchirait à d'autres façons de concevoir des politiques publiques. Le diagnostic qu'on faisait, c'est que pas mal de politiques publiques étaient en difficulté, ne fonctionnaient pas bien, et on voulait comprendre pourquoi. Et ce qui nous intéresse depuis 10 ans, c'est de prendre des sujets de fabrique des politiques publiques, par exemple, les schémas d'aménagement. Et on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. On s'est aperçu que c'est vraiment important dans la vie des acteurs publics d'avoir ce genre de schéma, mais ça a aussi des effets moins positifs. Ce qui est compliqué dans les schémas, ce qu'on arrive bien à faire dans les schémas, c'est de parler des infrastructures. On arrive moins à parler des usages. Ce qui est facile dans les schémas, c'est de réunir les chefs à plumes. Ce qui est plus difficile, c'est d'associer les habitants. Ce qui est facile dans les schémas, c'est de s'entendre sur des mots. Ce qui est plus difficile, c'est de faire réaliser ce qu'on dit dans les schémas. Et donc, partant de ce type de constat, on a mené, donc, typique de ce que fait la 27e région, il y a quelques années, alors c'était encore l'ancienne version des SRAT, ce n'était pas encore les SRADET. Alors, un autre inconvénient des schémas, c'est qu'on pense qu'il suffit d'ajouter le mot développement durable pour que tout d'un coup, le schéma intègre de façon systémique et automatique les questions de transition écologique. Et donc, on s'est amusé alors, c'était avec la région Bourgogne à l'époque, et on a dit, écoutez, il y a le IN, qui est le schéma régional d'aménagement du territoire. Un peu comme à Avignon, on va faire le OFF. Et pendant que la région déroulait son schéma, donc avait des réunions dans l'hémicycle régional, et à chaque fois qu'il prenait un sujet comme la revitalisation des bourgs, nous, on faisait un off et on allait dans un bourg. Et on y passait 3 jours. Donc on allait à Cussy-la-Colonne, à côté de Beaune, et on passait 3 jours avec des architectes, des habitants, des urbanistes, des sociologues, et on regardait le même sujet que les élus dans le cadre du SRAT, mais on l'examinait depuis le terrain,
Et on faisait des simulations, et puis on invitait Patria à l'époque, il venait voir à Cussy-la-Colonne le résultat. On essayait de créer un lien en fait entre l'expression politique et la discussion politique qui se passait dans l'hémicycle à Dijon, et puis la réalité de terrain. Et on essayait de remettre un peu de réalité de terrain. Donc voilà, ça c'est assez typique de ce que fait la 27e région. Et on a fait un autre exercice il n'y a pas longtemps. On a travaillé avec la région Bretagne et la région Normandie sur à quoi pourraient ressembler ces grands schémas dans 20 ans. Dans un monde idéal, si on pouvait faire autrement. Et on a appelé ça les schémas ouverts. Et on a imaginé avec ces régions comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait d'abord rendre ça plus compréhensible pour les habitants, parce que c'est vraiment incompréhensible. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des acronymes, et on ne se rend pas compte en fait comment on se tire des balles dans le pied en employant des termes que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un traducteur? Donc, on a imaginé une fonction de traduction du schéma. On a imaginé aussi que peut-être les agents des collectivités pourraient être davantage engagés dans l'enquête qui permet de mener au SRADET. Donc, on a imaginé un groupe de 20 agents qui vont eux-mêmes mener une enquête sur à quoi pourrait ressembler la question de, je sais pas, on avait travaillé par exemple sur vivre la nuit à Dijon dans 20 ans, enfin, comment on invente des modes des services publics en dehors des horaires d'ouverture, etc. Donc voilà, nous c'est un peu notre boulot en fait, c'est de tester, d'être un peu le labo poil à gratter et sur des choses comme les schémas, d'essayer d'imaginer des façons différentes de faire. Merci beaucoup. Monsieur Tchegaray, j'aimerais bien savoir à ce moment-là, la communauté d'agglomération qui est la vôtre, justement, elle est une entité assez importante à niveau identitaire, de dimension, etc. Vous vous sentez comme un promoteur territorial ou en ce cas-là comme un syndicat qui doit défendre un rôle, celui des maires qui composent cette agglomération? Bon, le clin d'œil était par rapport à la consommation du sol, mais en fait, ce n'était pas que cela. Pour aller vers une nouvelle manière de gérer le territoire, la communauté d'agglomération, en quoi peut avoir un rôle important à jouer, du moins celle que vous présidiez? Je serais tenté de dire les deux, parce qu'il faut promouvoir un projet communautaire, mais il faut se dire aussi que ce projet communautaire n'est pas forcément antinomique avec la défense des politiques communales, ce qu'on croit souvent. Et la difficulté qu'on a rencontrée au sein de la communauté d'agglomération, c'est d'établir une relation qui soit différente pour les maires de celle qu'ils ont vis-à-vis de la région ou vis-à-vis du département. Lorsqu'une commune a un contact avec la région ou le département, c'est une relation avec une autre collectivité. Tandis que lorsque une commune a une relation avec la communauté d'agglomération, c'est un rapport avec un homologue. On n'est jamais que tous des pairs, avec des responsabilités diverses, certes, à l'intérieur, mais en réalité, on n'est pas là pour constituer un nouveau guichet. Alors, je ne dis pas que la région n'est qu'un guichet, je ne dis pas non plus que le département n'est qu'un guichet. La communauté d'agglomération ne doit surtout pas être un guichet. Parce que si on n'est pas capable de faire émerger des politiques publiques, il n'y avait aucune espèce d'utilité à ce que nous réunissions. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la grande région, et c'est une très grande région. Vous avez parlé, ou certains ont parlé des communes et des moyens limités des communes. Je dirais même très limités. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on assiste à un véritable désengagement de l'État par les dotations qui sont versées aux communes, un désengagement aussi par rapport à des services publics qui disparaissent de nos territoires ruraux en particulier, et que c'est là qu'on nous attend pour se substituer à l'État qui... et c'est une politique d'ailleurs voulue de l'État qui cherche des économies et qui le trouve justement en n'étant plus sur les territoires là où ils étaient. Alors, pour prendre l'exemple justement de l'aménagement du urbanisme dont on parle, pour les plus anciens ici, on se souvient d'une période où la direction départementale de l'équipement, qui est aujourd'hui à la DTM, mais où la direction départementale de l'équipement était un véritable conseil au quotidien des maires,
et qui nous aidaient, ces fonctionnaires de l'État, des DDE, à venir construire des cartes communales, les routes également, à aménager les places sur nos communes. Et en fait, ceci a disparu. Et aujourd'hui, si nous, c'est pas très facile de définir notre action encore, parce qu'après tout, on est assez récent, hein, mais nous sommes à la fois des prestataires de services, là où on a besoin d'ingénierie, les petites communes, mais aussi toutes les communes ont besoin d'ingénierie, et une commune aussi importante soit-elle, on pourrait croire que Bayonne, avec 53 000 habitants, a une ingénierie qui suffit. C'est faux. Vous imaginez une ville de 5 000, 2 000, 1 000 habitants et 2/3 des 158 communes que compose la communauté Pays Basque en moins de 1 000 habitants. Alors, ces services, ils en ont besoin. Donc, prestataires de services. Mais nous sommes aussi, et nous devons être aussi, des facilitateurs à la définition des politiques intercommunales. Parce que, et ça n'a pas été quelque chose qu'on a tout de suite compris, mais lorsqu'on a créé notre comité d'agglomération, les 10 anciennes intercommunalités ont finalement décidé de ne plus avoir d'existence institutionnelle, alors qu'elles auraient pu continuer sous la forme d'un syndicat intercommunal à vocation multiple, de se réunir pour mener un certain nombre de projets d'intérêt intercommunal, et faute d'être communautaire. Or, ça n'a pas été la demande des maires. Et lorsque le 15 décembre dernier, c'est pas vieux, il y a 6 mois, nous avons retenu nos politiques publiques, mais c'est à la demande des maires, à l'unanimité, ce n'est pas une majorité, l'unanimité, que nous avons considéré qu'il fallait que notre agglomération prenne toutes les politiques publiques. Ce n'est pas sans poser de problème. C'est pas sans poser de problème. Mais enfin, c'est une façon d'acter le fait que les communes ont avant tout besoin d'ingénierie, que les communes n'oublient pas qu'elles peuvent avoir des projets intercommunaux, mais que les communes aujourd'hui, quelles qu'elles soient, ont conscience qu'il faut une politique communautaire pour faire avancer la question de la mobilité, pour faire avancer la question de l'habitat, pour faire avancer la question de l'économie et de l'emploi, pour faire avancer la question de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons pris la compétence de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, ces compétences-là, elles sont capitales. Si on n'a pas de formation dans un territoire, si on n'a pas un grand nombre de filières universitaires, c'est une population qui va quitter le territoire pour aller poursuivre ses études. Donc, si on a pris aussi, et j'arrête là, la politique agricole et également mis en place un projet de PNR, c'est tout simplement parce qu'on a conscience que les 2/3 de notre territoire de communes rurales, et 2/3 de ces communes ont une vie agricole. Et que nous avons ici, au Pays Basque, une proportion d'actifs agricoles 2 fois supérieure à la moyenne nationale. Alors, si on a pris la politique agricole, on ne l'a pas prise à la place d'une ancienne intercommunalité, on l'a prise parce que c'est à cette échelle, c'est une question d'échelle, que nous considérons que les questions doivent être réglées. Et c'est finalement le principe de subsidiarité qui a présidé à la création de l'organisation européenne, qui est aussi, au fond, finalement, le fil conducteur de notre organisation. Laisser aux communes ce qu'elles savent faire très bien et faire ce que les communes ne pourraient pas faire seules. Il me semble que M. Tchegaray nous a donné vraiment un exemple clair de comment on cherche à niveau de commune à recevoir des demandes de services, comment on les met en place. En même temps, quand vous êtes 40% d'un territoire national, il faut chercher à garder une certaine égalité. Enfin, une égalité, ce n'est pas vraiment possible sur le fond, vu l'étendue et la diversité, mais en même temps, il faut chercher quand même à assurer une certaine qualité à niveau régional et comment garder une certaine équité. Comment vous y prenez? C'est une nouvelle région, peut-être que vous n'avez pas encore pris les mesures, mais comment vous vous y prenez? Comment vous pensez vous y prendre? Alors,
Si, on est en plein dans le sujet. Effectivement, on a été très occupé la première année à la question de la fusion, et c'est un choc, une fusion. Hein. Donc effectivement, il faut absorber ce Vous savez choc. qu'à Limoges, ils ne sont pas encore très contents de tout ça. Oui, mais il y a beaucoup de sujets, oui, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Par exemple, à Limoges, j'avais une conférence de presse sur les questions de l'habitat la dernière fois, et des journalistes me disent oui, mais alors maintenant, vous pourriez aussi libérer des logements, vous, avec toute la place disponible que vous avez dans les locaux régionaux à Limoges. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous savez, et si vous voulez, on va visiter, est-ce que vous savez que les locaux de la région à Limoges sont plus remplis maintenant qu'ils ne l'étaient auparavant? Mais on ne le sait pas. Donc on a des sujets comme ça, on a des choses à déconstruire, et c'est normal, parce qu'effectivement, une fusion, ça peut être un traumatisme, y compris pour les agents de la région eux-mêmes, qui ont eu à s'adapter, et les élus aussi. Hein. Un territoire à l'échelle de 12 départements, j'étais en Gironde ce matin, je repars dès la fin de la table ronde en Gironde aussi, où j'ai une manifestation. Voilà, c'est comme ça, mais on s'adapte. Et puis on s'adapte avec des moyens nouveaux, aussi, beaucoup de visio, mais on tient quand même à être très présent et le plus possible. Et les élus, c'est vrai que je le dis, on aura peut-être un mauvais bilan carbone, nous, les élus, à la fin de la mandature, parce qu'on fait quand même beaucoup de kilomètres et pas forcément toujours en train. La façon dont on s'adapte, effectivement, l'équilibre des territoires, c'est vraiment un sujet qui nous tient énormément à cœur au niveau de la région, et qui tient à Alain Rousset beaucoup. Ce qui fait qu'il souhaite vraiment que l'on soit en capacité d'intervention, y compris auprès des collectivités les plus rurales, des secteurs les plus en déprise, et c'est un des éléments fondateurs également du SRADET de travailler. Mais pas seulement, c'est-à-dire on s'appuie sur des schémas qui, en effet, ne serait-ce que le mot SRADET, enfin c'est déjà compliqué de faire comprendre ce que c'est, donc le faire partager aux citoyens. Je pense que le moment de l'enquête publique va nous réserver des moments intéressants. Mais c'est pas ça, c'est que la région, c'est aussi, y compris à l'échelle de 12 départements, un bon niveau de réflexion, un bon niveau pour rassembler des collectivités, pour rassembler des partenaires, et pour proposer peut-être des visions territoriales qui sinon ne se feraient pas forcément. Et sur la question de la limitation de l'étalement urbain, c'est stimulant. Et de mettre autour de la table des partenaires. Quand on travaille à la question de l'étalement urbain, je vois le président de l'EPFL qui est ici présent, Pays Basque, qui est ici présent, on est autour de la table avec les établissements publics fonciers, avec les agences d'urbanisme, avec les CAUE qui auront un rôle aussi et qui ont un rôle important, avec les SAFER, enfin maintenant la SAFER Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire qu'on travaille de façon, avec les services de l'État, on travaille de façon partenariale pour porter ensemble des projets de territoire qui visent justement à parler à tout le monde, à ne pas parler qu'à la métropole, aux grandes agglomérations. Et donc on a décidé sur un certain nombre de sujets, au-delà de nos schémas, de s'engager de façon volontariste. On aura la semaine prochaine une plénière que l'on appelle Néoterra, qui est une plénière où il n'y aura qu'une seule grande délibération, une grande délibération qui va donner une grande feuille de route en matière de transition environnementale et écologique à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une politique et un choix volontariste, mais qui va être là pour parler au territoire et pour parler à tous les territoires. On s'engage dans des dispositifs et un règlement d'intervention sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, mais des petites collectivités. On n'est pas signataire, la région Nouvelle-Aquitaine a proprement parlé du dispositif Action Cœur de Ville. On a sur la région 22 communes qui sont dans Action Cœur de Ville, c'est très bien, c'est un dispositif formidable. On est autour de la table dans le sens où on va, à travers nos politiques sectorielles et le droit commun, en fait, intervenir et venir en appui de ce qui sera décidé par les communes qui sont concernées par Action Cœur de Ville. Mais Alain Rousset a dit, moi, je veux qu'on ne parle pas qu'aux 22 communes Action Cœur de Ville et que la région ne soit pas là pour venir en appui de là où, comme il dit souvent, arroser là où ça pleut déjà. Je veux qu'on vienne accompagner les collectivités les plus en déprise, les plus petites. Et donc, on a créé ce règlement d'intervention sur la revitalisation des centres-bourgs. On a créé un cluster ruralité qui est aussi un dispositif précis à disposition des communes les plus rurales, et on travaille beaucoup les questions d'ingénierie. Alors on a une direction à laquelle Alain Rousset, c'est un clin d'œil de l'histoire, tenait beaucoup, qui s'appelle la DATAR, et notre pôle, finalement, notre direction de l'aménagement du territoire au sein de la région, elle s'appelle la DATAR, et elle est constituée à la fois d'une direction chargée de la prospective et d'une direction qui territorialement va travailler en relationnel avec les différentes collectivités. Et on est en cours, on aura réalisé et signé à la fin de l'année 54 contrats
2 territoires. On a découpé la Nouvelle-Aquitaine en 54 territoires, on ne les a pas inventés, on s'est appuyé sur les EPCI ou sur les SCOT existants, et on contractualise en direct, de façon très transversale, en intégrant les projets sur l'ensemble des domaines qui peuvent être des domaines d'intervention et de compétences de la région, en discussion et en co-construction des programmes sur ces territoires de contractualisation avec les différentes collectivités. Donc on essaie en fait de se dédoubler et d'avoir vraiment à cœur, et j'en reviens à ce qui était dit en propos introductif tout à l'heure, cette interterritorialité et d'essayer d'avoir une vision le plus possible qui gomme les effets de frontières et qui travaille l'interterritorialité, mais qui travaille un relationnel direct entre la région et les territoires, quelle que soit leur situation et leur typologie. Merci. Madame Boch, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce que vous en pensez en tant que présidente d'agence, parce que là, justement, elle travaille directement lié avec l'interterritorialité, le rôle de l'agence dans tout ça, parce que est-ce qu'on pourrait se passer de l'agence d'urbanisme finalement? Non, je plaisante évidemment, non. Mais c'est intéressant de savoir le point de vue de l'agence qui a un rôle fédérateur des acteurs à tout niveau. Alors écoutez, moi, tout ce que j'entends aujourd'hui et depuis hier, c'est probablement, j'en tire trois observations. D'abord, on comprend bien qu'il y a eu ce fameux Big Bang institutionnel et qu'aujourd'hui, tout notre environnement a été bouleversé. Qu'on se situe au niveau de la région, au niveau du département à travers le pôle métropolitain Vernet, la communauté d'agglomération XXL, on se rend bien compte qu'on est dans un paysage qui a bougé et que l'agence d'urbanisme ne pouvait pas rester sur le quai. Il fallait qu'elle monte dans le train et qu'il fallait se remettre en cause avec beaucoup d'agilité et d'audace, parce que si on était resté avec nos fondamentaux, on aurait peut-être raté un rendez-vous avec nos nouveaux membres et nos nouveaux interlocuteurs. Ensuite, c'est le mot excellence qui me vient à l'esprit. Vous avez parlé, Monsieur le Président, d'ingénierie. Alain Lamassoure nous a dit à quel point tout était devenu complexe. Les acronymes sont multiples, PADD, PLUI, PLH, STRADET. Ça veut dire que l'agence d'urbanisme a l'obligation d'être un pôle d'excellence. On doit être le lieu, et c'est le cas, on doit être le lieu de la connaissance et de l'expertise. On doit être en capacité d'apporter à nos membres et à nos collectivités en permanence un très haut niveau de réponse. Alors je ne suis pas du tout inquiète quand je vous dis ça, parce que j'ai cette équipe-là aujourd'hui autour de moi. Le directeur général, Denis Cagnot, est un homme brillant et il sait manager ses équipes dans ce sens-là. Donc cette réponse-là, on est en capacité de la porter et on la porte. Et puis enfin, je voudrais dire, ce qui me vient à l'idée aussi, après l'excellence, c'est la proximité. Parce qu'on s'entend, on s'écoute tous parler, mais il faut quand même qu'on se rende compte qu'il y a un décalage total entre la population, qui ne comprend plus et parce que c'est devenu trop compliqué, et nous qui vivons dans une avalanche de textes qu'on doit bien décoder pour pouvoir avancer et fabriquer du territoire. Et peut-être que la responsabilité de l'agence demain aussi, c'est d'apporter des outils. Vous savez que le grand mot aujourd'hui, c'est le design. On fait du design tout le temps. Et c'est d'apporter des outils pour permettre cette démocratie participative pour les différentes collectivités et les élus, et recréer un pont entre les élus qui sont obligés de faire le territoire de manière sophistiquée parce qu'on leur impose, parce qu'il n'y a pas de simplification, et puis les citoyens qu'il faut bien prendre avec nous. Et donc peut-être que pour avancer, il faut être dans le vrai, il faut être dans le concret, et l'agence a sûrement un positionnement fort à travailler la proximité. Alors, le mot design, j'imagine qu'on rappelle Stéphane Vincent, oui, et surtout, non, ça ne le réveillait pas, il était bien réveillé, mais ça bien réveillé. Non, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, nous, on est convaincus qu'il faut un peu réinventer les ingénieries, en fait. Je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques années, l'ex-région Auvergne nous appelle et nous demande de travailler sur l'exode médical avec d'énormes problèmes sur le plateau de Millevaches. Et à l'époque, déjà, la solution déclarée, c'était les maisons de santé. Et nous, on part en immersion, on part plusieurs semaines sur place, on suit des kinés sur tout le territoire en voiture, on part avec elles en mode ethnographique. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas, les maisons de santé.
C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Les gens ne viennent pas, les médecins ne sont pas contents, etc. Et je dis ça parce que très souvent, on a l'impression qu'on arrive avec des solutions toutes faites. Là, la nouvelle solution toute faite, ça va être les maisons de service au public. Les acteurs publics sont assez bons, l'État en particulier, il faut le dire, est assez bon pour produire des solutions, mais qui ne résistent pas forcément au réel. Et je pense qu'effectivement, un des mots d'ordre qu'on devrait donner aux nouvelles ingénieries, c'est qu'elles nous permettent de nous reconnecter au réel. Et je termine mon histoire avec les maisons de santé. Donc on essaye de comprendre un peu, on est un peu comme des détectives. Hein. C'est un peu, nous, on pense que les ingénieries, elles doivent un peu aller chercher des signes et reconnecter. C'est un peu le colonel Moutarde dans la chambre jaune, qui a tué qui, c'est un peu ça, c'est collecter des indices. Et en fait, l'indice qu'on a identifié, à l'époque, c'était que le problème, alors j'espère qu'il n'y a pas de médecins dans la salle, mais le problème c'est que c'était des médecins qui concevaient les maisons de santé. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils concevaient la maison de santé comme la prescription médicale en fait. Mais savoir, donc ils étaient convaincus que parce qu'ils allaient rénover un lieu marqué maison de santé dessus, avec une salle d'attente et un cabinet médical, ça allait marcher. Mais non, les gens étaient en attente d'autre chose. Les gens n'allaient pas forcément faire plus de 20 minutes de voiture pour aller dans ces lieux médicaux. Et puis ils avaient peut-être une attente de convivialité, et puis peut-être un lien avec des services sociaux. Mais pour comprendre ça, il aurait fallu rentrer en compréhension du réel, en fait. Pas parler simplement avec les médecins, mais parler avec les patients, parler avec l'hôpital à 50 km, avoir une vision un peu systémique des choses. Et donc on a un peu... Et là, ça racontait aussi ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire le problème de l'expertise des experts, en l'occurrence les médecins, qui n'entendent pas l'expertise des utilisateurs. Donc comment on recrée du dialogue entre les deux? Donc effectivement, je pense qu'il y a un énorme travail à faire pour réinventer des ingénieries qui vont chercher le réel, parce que nos études, nos observatoires ne permettent pas toujours d'aller chercher le réel. Et le design, une des vocations du design, parce qu'effectivement, nous, on pense que c'est peut-être une des nouvelles dimensions. Pour être bien clair sur ce qu'apporte le design dans ces démarches, c'est qu'il apporte des capacités de test. C'est-à-dire, une idée peut être très bonne en réunion de direction le lundi matin ou au conseil municipal. Mais est-ce que le mardi, quand on la teste, elle fonctionne? Et le boulot des designers, c'est de tester, de simuler une maison médicale pendant 2 jours et de voir si elle fonctionne. Et peut-être qu'il faut aussi faire entrer dans les ingénieries une capacité d'essai-erreur, arrêter d'être un peu plus humble dans l'expression des solutions, des problèmes, et aller voir sur le terrain et itérer pour voir comment ça se passe. Alors, j'utiliserai volontiers ça comme mot de la fin. Si vous n'avez pas de commentaires particuliers à faire, c'est très intéressant. Je pense que c'est très important comme outil, comme réflexion à ramener chez soi ce soir. Donc, merci à Jean-Jacques Etchegaray, merci à Nathalie Moch, merci à Laurence Roued.